Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les nombres complexes. Aujourd'hui on va voir la forme trigonométrique. Donc dans une ancienne vidéo on avait déjà vu la forme algébrique et pour cela on avait introduit deux réels x et y tel que z pour que z puisse s'écrire sous la forme de x plus y. Et ce x et y c'est ce qu'on avait appelé respectivement la partie réelle et la partie imaginaire de z. Dans cette forme algébrique, il y avait deux paramètres, x et y. Pareil que ce soit pour la forme trigonométrique ou la forme exponentielle, on va utiliser deux paramètres. Donc ces deux paramètres, ça va être le module et l'argument. Le module, c'est ce qu'on avait déjà vu la dernière fois, qu'on peut trouver à partir de l'écriture algébrique en faisant racine carrée de x carré plus y carré. Et argument de z, un argument de z, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc rappelons que si on veut se représenter les nombres complexes, il nous faut un repère orthonormé direct, contrairement aux réels qui peuvent se représenter juste sur un axe, donc un seul axe suffit. Par contre, pour représenter les nombres complexes, il nous faut un repère orthonormé direct. Et donc, à partir de l'écriture algébrique, x plus y, on associe à chaque complexe z un point M qu'on va appeler désormais d'affixe z, qu'on va dire qu'il est d'affixe z, et tel que son abscisse vaut la partie réelle, c'est-à-dire x dans mes notations, et la partie imaginaire, ça va être l'ordonnée, donc y dans les notations que j'ai choisies. Et du coup, pour chaque complexe z, j'ai un point M unique dans mon plan complexe. Et donc grâce à ce point M et à O l'origine du repère, on avait trouvé une interprétation géométrique du module. Le module de Z c'était finalement rien d'autre que la distance OM. Donc ça c'était la première chose. Et deuxièmement, on va essayer de définir aussi, donc si vous regardez l'angle que j'ai déjà mis là, donc l'angle orienté, moi j'ai choisi I et J pour vecteur unitaire de X et Y, donc l'axe des X et l'axe des Y. Et donc l'angle orienté, ça veut dire dans le sens de I vers OM et non pas de OM vers I, donc là l'orientation est importante. Donc une mesure en radian, donc deux choses importantes, une mesure en radian de cet angle là, va me donner un argument possible, parce qu'on va voir qu'il y en a une infinité, et on va avoir la notation suivante, argument de z congru à une mesure de l'angle IOM modulo de pi, et cette valeur en radian. Bon, pourquoi on met modulo de pi? Parce qu'on l'a vu, on l'a défini en utilisant un angle, et on sait que quand je fais un tour en entier et je vais revenir au même angle, si j'ajoute 2 pi, je reviens au même angle. Si j'ajoute 4 pi, pareil 6 pi, et pareil dans l'autre sens, moins 2 pi, moins 4 pi, moins 6 pi. Donc c'est pour ça qu'il y aura, si j'ai un argument, je peux avoir une infinité. Et tout ce que je fais, c'est que j'ajoute plus 2k pi avec k dans z. Donc une fois que là je vois ce que c'est que l'argument et le module, je peux définir la forme ou l'écriture trigonométrique. Et donc pour cela, à chaque fois vous allez voir dans ce cours qu'on va toujours prendre un z, un complexe non nul. Pourquoi non nul? Parce que en fait l'argument n'est pas défini pour z égale 0. Donc le 0 n'a pas d'argument. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois vous allez voir soit z un complexe non nul. Donc là j'ai pris un z non nul et j'ai appelé son argument θ. Donc mon z peut s'écrire sous la forme suivante: z égale module de z facteur de cos θ plus i fois sinus θ. Et ce que j'ai écrit là, c'est ce que désormais on va appeler l'écriture trigonométrique ou la forme trigonométrique. Donc je vois très bien que dans mon écriture, il y a juste deux paramètres. Donc le module de z et θ, un argument de z. Donc c'est pour ça encore que je ne vais pas dire l'écriture ou la forme trigonométrique, je vais dire plutôt une forme trigonométrique parce que le θ n'est pas fixe. Donc l'argument, il n'y en a pas un seul, il y en a une infinité. Par contre, quand on parlait de l'écriture trigonométrique, on disait l'écriture trigonométrique est jamais une écriture trigonométrique parce que le x et y, ou en gros la partie réelle et la partie imaginaire, étaient uniques. Donc réciproquement, et là c'est ce qui m'intéresse le plus, si j'arrive à écrire mon z sous la forme de r facteur de cos θ plus i sinus θ, donc si, mettre une condition, si j'arrive à écrire z sous cette forme avec, premièrement, le r est strictement positif, et bon, mon θ a un réel quelconque, alors si j'arrive à écrire
mon z sous cette forme, alors là, premièrement, je suis sûr que R, en fait, c'est module de z, et que le θ, c'est un argument possible de mon z. Donc, argument de z congru à θ modulo de pi. Bien sûr, tous les arguments d'un même complexe sont congrus à E modulo de pi. Et donc, voilà. La prochaine propriété, donc cette propriété qui suit, va nous donner une manière pratique, donc une méthode pour trouver un argument en démarrant de l'écriture algébrique. Donc, soit z égale x plus y, un nombre complexe non nul, et z égale r cos θ plus i sinus θ, donc c'est une forme trigonométrique possible de z. Donc ça, si je développe, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir r fois cos θ plus i r sinus θ. Ce complexe, c'est ce que j'ai aussi, il vaut aussi x plus y. Et dans la toute première vidéo, on avait vu une propriété qui nous disait que deux complexes sont égaux si et seulement si leurs parties réelles et leurs parties imaginaires sont égales. Donc, c'est-à-dire, ça me donne que d'un côté, r cos θ égale à x, donc ce qui équivaut, puisque là mon r c'est le module, donc il est strictement positif puisque mon complexe est non nul, donc je peux diviser par r, donc je peux avoir cos θ égale x sur r. Et de même, égalité des parties imaginaires, ça me donne r sinus θ égale y, ce qui équivaut à sinus θ égale y sur r. Et si je veux directement des formules à partir de l'écriture algébrique, je peux retenir que cos θ, ça vaut x. N'oublions pas le r, on a dit c'est le module, et le module c'est aussi racine carrée de x carré plus y carré. Et donc sinus θ, c'est y sur racine carrée de x carré plus y au carré. Donc en gros que le cos de θ, ça va valoir la partie réelle sur le module, et que sinus θ, ça va valoir la partie imaginaire sur le module de mon z. Donc regardons ça sur un exemple, donc démarrons par exemple de mon z qui vaut 1 moins i, et essayons de trouver une écriture trigonométrique de ce complexe. Donc première chose à faire, c'est calculer le module. Donc pour calculer le module, donc on utilise la formule, donc racine carrée de x carré plus y carré, donc là mon x il vaut 1, donc 1 au carré, plus mon y qui vaut moins 1, donc moins 1 au carré, égale donc racine carrée de 1 plus 1, ce qui me donne racine carrée de 2. Donc une fois que j'ai mon module, je peux utiliser la formule du cours, cos θ égale, donc partie réelle c'est 1 sur module, donc c'est sur racine de 2. Donc ça, ce qui me donne racine de 2 sur 2. Sinon directement avec la calculette, je vais trouver que mon θ, donc il vaut, mais sinon on va mettre i congru parce que on sait qu'il y a toujours une infinité de possibilités. Donc première possibilité c'est pi sur 4 modulo de pi. Mais il y a aussi cette possibilité là, congru à moins pi sur 4 modulo de pi. Sinon vous pouvez voir ça dans le cercle trigo. Donc faut rappeler que si je prends pi sur 4, donc si je prends racine de 2 sur 2, on va dire allez, c'est à peu près là. Donc ça c'est le cos, ça c'est le sin. Donc cos, j'aurai cette possibilité là, mais aussi cette possibilité là. Donc si je fais ça, c'est la moitié de... Donc là je vais avoir pi sur 4 et moins pi sur 4. Donc tout ça pour savoir qu'en fait il y a deux valeurs possibles. Maintenant, c'est pour ça que j'aurai besoin du sinus, donc pour voir laquelle des deux je retiens dans ce z là. Donc sinus θ, donc imaginaire, donc là c'est moins 1 sur racine de 2, donc ce qui me donne moins racine de 2 sur 2. Et donc là, forcément le pi sur 4 ne convient plus. Pourquoi? Parce que sinus de pi sur 4, ça vaut racine de 2 sur 2. Par contre, sinus de moins pi sur 4, là ça vaut moins racine de 2 sur 2. Et là du coup je sais que mon θ ou mon argument congru à moins pi sur 4 modulo de pi. Donc c'est celui-là qui convient. Donc dernière chose, n'est juste à réécrire mon z en utilisant l'écriture trigonométrique, en commençant donc par le module. Donc module de z, on a trouvé racine de 2. Donc facteur de cos de moins pi sur 4 plus i sinus de moins pi sur 4. Et voilà, donc là j'ai écrit ma forme, mon z sous forme trigonométrique. Donc quelques propriétés sur les arguments de deux complexes non nuls.
Donc vous allez voir qu'il y a une grande analogie entre les propriétés de l'argument et les propriétés du logarithme népérien, donc la fonction ln si vous l'avez déjà vu. Donc argument de z fois z', ça congrue à argument de z plus argument de z', toujours modulo de pi. Argument de z sur z' congrue à argument de z moins argument de z' modulo de pi. Argument de 1 sur z, ça congrue à moins argument de z modulo de pi. Argument de z bar, donc le conjugué de z, ça congrue à moins argument de z modulo de pi. Donc bien sûr tout ça vous pouvez le voir géométriquement, c'est simple à vérifier et à démontrer aussi, donc je vous conseille quand même de le faire. Dernière propriété, argument de z puissance n, ça congrue, donc c'est des congrues partout, n fois argument de z, le tout modulo de pi. Dernière propriété qu'on va voir dans cette partie, c'est des équivalences, donc qui nous servent à résoudre des équations ou à montrer des équivalences, donc peu importe. Donc z est un réel, donc rappelons ce que c'est qu'un réel dans son interprétation géométrique, donc comment on place un réel dans le plan complexe. Donc n'oublions pas que l'axe des abscisses, c'est ce qui correspond à la partie réelle et l'axe des ordonnées aux parties imaginaires. Donc quand je dis que z est un réel, c'est équivalent à dire que la partie imaginaire de z est nulle. Ça veut dire que mon y est nul. Si mon y est nul, donc si ça c'est mon O, donc mon y est nul, ça veut dire que je suis forcément sur l'axe des abscisses. Donc il y a deux possibilités, soit que mon m il est là, à droite de O, ou qu'il est à gauche. Donc c'est les deux possibilités que je vais avoir. Donc en termes d'argument, donc l'interprétation de l'argument, on a dit que c'est l'angle entre donc I et OM dans cet ordre. Donc si je vois, je vois qu'ils sont en collinéaire et en plus de même sens. Donc argument de z, ça congrue à 0 modulo de pi. Parce que je peux prendre 0, je peux prendre 2pi, je peux prendre 4pi, etc. etc. Donc dans ce cas-là, c'est que ça congrue à 0. Pourquoi? Parce que ils sont, je vois très bien que l'angle entre I et OM, c'est 0. Ou, donc maintenant, qu'est-ce qui se passe si je prends le M qui est dans l'autre sens? Ça veut dire que là, un argument possible, c'est cet angle-là. Donc, et cet angle-là, bah, ça vaut pi. Donc, une autre possibilité, c'est argument de z soit congru à pi modulo de pi. Donc, d'un côté, quand je dis que argument de z congru à 0 modulo de pi, c'est-à-dire je peux avoir 0, 2pi, 4pi, 6pi, et aussi moins 2pi, moins 4pi, moins 6pi, etc. Et quand je dis que argument de z est congru à pi modulo de pi, j'ai tout ce qui est pi, 3pi, 5pi, 7pi, et aussi moins pi, moins 3pi, moins 5pi, etc. Donc quand je prends les deux en même temps, quand j'ai les deux, bah ça, je peux l'écrire en une seule congruence, sous la forme de argument de z congru cette fois à 0 modulo pi. Et là, ça prend les deux. Donc, au lieu d'avoir des congrus de pi, j'ai que congru pi, et j'ai les deux en même temps. Bah, faisons la même chose cette fois quand j'ai un z qui est imaginaire pur. Donc quand j'ai un z qui est imaginaire pur, donc rappelons qu'un imaginaire pur, ce n'est rien d'autre. Donc on peut retenir comme ça, donc z réel, et on peut l'utiliser directement, z est réel, si et seulement si son argument est congru à 0 modulo pi. Donc c'est vrai dans les deux sens. Bon, maintenant, un imaginaire pur, ce n'est rien d'autre qu'un complexe dont la partie réelle est nulle. Donc cette fois, c'est le x qui est nul. Donc si x est nul, ça veut dire que là, je suis sur l'axe des ordonnées. Donc si je suis sur l'axe des ordonnées, il y a deux possibilités. Soit que je suis quelque part là, soit quelque part là. Donc, dans tous les cas, je cherche l'angle. Un argument, c'est par exemple une mesure en radian de l'angle entre I et OM. Donc dans le premier cas, je vois que c'est un angle droit, donc j'ai pi sur 2. C'est une mesure en radian. Donc je peux avoir argument de z donc encore congru, parce qu'on sait qu'il y a une infinité de possibilités, à pi sur 2 modulo de pi. Il y a encore une deuxième possibilité. Argument de z congru à... Donc maintenant, si je suis dans ce cas-là, et que je cherche, donc là c'est tout cet angle-là. Ou sinon,
je fais là et je vais dans l'autre sens. Donc je prends ça, parce que là, ça va être dans l'autre sens, au MI, et je prends dans le sens inverse. Donc ça va faire soit 3 pi sur 2, soit moins pi sur 2. Dans tous les cas, ça revient au même. Parce que les deux sont congrus modulo 2pi. Donc moi, je vais prendre moins pi sur 2. C'est juste qu'on a plus l'habitude de prendre pi sur 2 et moins pi sur 2 au lieu de 3 pi sur 2, mais ça revient au même. Donc moins pi sur 2 modulo de pi. Et là, pareil, si je veux prendre les deux en même temps, ça me fait argument de z congru à pi sur 2 modulo pi. Et donc, je peux tout de suite retenir que z imaginaire pur, c'est-à-dire z appartient à IR, équivaut à argument de z modulo congru à pi sur 2 modulo pi. Donc là, qu'est-ce que je retiens? Je retiens que quand je cherche l'argument d'un complexe, en fait, il y a quatre valeurs particulières que je peux interpréter. Première valeur particulière de l'argument que je peux interpréter, c'est quand je trouve 0. Quand mon argument de z est congru à 0 modulo 2pi. Donc là, qu'est-ce que je déduis? Je déduis que 1, mon z est réel et en plus il est positif. Maintenant, si je trouve que argument de z est congru à... Donc je vais les réécrire là. On peut généraliser ces deux propriétés sous forme de 4 propriétés plus simples à retenir. Donc si argument de z congru à 0 modulo 2pi, là je suis sûr que en fait mon z il appartient à R+. Donc mon z il est même strictement positif, donc R étoile plus, puisqu'on ne prend pas les, pour l'instant on prenait que des z non nuls. Ensuite, si maintenant je trouve que argument de z congru à pi modulo 2pi, donc qu'est-ce que je déduis? Là mon z appartient à R étoile moins, donc il est réel et en plus je sais qu'il est négatif. Les deux autres cas qui me restent, c'est si je trouve que argument de z congru à pi sur 2 modulo 2pi. Là je sais que bon, z appartient à IR, ça veut dire que mon z, je peux ajouter que mon z s'écrit sous la forme de I fois A, avec, je peux ajouter que là mon A il est dans R étoile plus, ça veut dire que mon A, la partie imaginaire est strictement positive. Maintenant, dernier cas, si argument de z, je trouve que c'est congru à moins pi sur 2 ou 3 pi sur 2, ce qui revient en même, modulo 2pi, là je sais que il est imaginaire pur, et en plus que sa partie imaginaire, donc ça veut dire que mon z il s'écrit sous la forme de I fois A, avec le A cette fois qui est strictement négatif, donc A qui appartient à R étoile moins. Donc voilà, ça sera tout pour cette vidéo. Donc je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. On va voir donc la forme exponentielle.